Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle review des films de ce mois de février sur la chaîne Junkie et Matouné. Ça fait plaisir de vous revoir, encore une fois, j'aime beaucoup trop ce concept de petites vidéos mensuelles de films que j'ai vus, j'aime beaucoup. C'est naturel, etc. Donc ça me fait plaisir. Comme pour la vidéo de janvier, je vais parler des films que j'aurais vus au ciné et des films que j'aurais vus à la maison, du coup les films que j'appelle les séances maison, c'est-à-dire les films que je n'avais pas vus avant, que j'ai vus maintenant. Comme la dernière fois, pas de notes, toujours mes 5 catégories, les films que j'ai adorés, ceux que j'ai appréciés, ceux qui sont OSEF, les mauvais et ceux qui sont nuls à chier. Voilà. Du coup, pour ce mois de février, j'aurais vu 17 films, 8 au cinéma et 9 à la maison. À savoir qu'au cinéma, ce mois de février, très sincèrement, c'est un Gémeaux. Je sais que c'est un peu tôt dans l'année, mais je vais avoir 4 films nazes et 4 films super. Voilà, je rentrerai un peu plus dans les détails. Ils sont pas tous nazes pour les 4 premiers et ils sont pas méga super les 4 derniers. Enfin, pas tous, du coup. Voilà. Et en ce qui concerne les séances maison, plutôt différents, voilà, différents ressentis. Voilà, donc on va revenir en détail dessus, c'est pas un problème. Donc on va d'abord commencer par les films que j'aurais vus au cinéma, et ensuite je vais vous parler des films en séance maison. Voilà. Donc je vais commencer du coup dans l'ordre où je les aurais vus, ces films. Je vais commencer par m'énerver. Voilà, tout de suite, comme ça c'est clair. On se lance direct dans le vif du sujet. Hein. Du coup, premier film, comédie française, voilà, Cocorico de Julien Hervé. C'est ce qui se fait de pire en comédie française. Très sincèrement, la comédie de mœurs qui va se jouer, enfin qui va tout jouer, tout miser sur les clichés. Sincèrement, c'est un enfer. Je n'en peux plus. Arrêtez de produire ça, bordel de merde. On sait faire des trucs en France. On sait faire marrer les gens avec des comédies drôles autres que des comédies racistes. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui rigolent devant ça, quoi. Je me suis retrouvé dans une salle où, sincèrement, la moyenne d'âge était de 55 ans. Et effectivement, c'est les gens de 55 ans et plus que ça fait marrer. Si ce n'est 50, voire 40. Faut arrêter ça, quoi. Apprenez à réfléchir, bon sang. Faut arrêter de vous baigner dans vos clichés, de vous baigner dans votre confort, la nulle d'humour. Et pourtant, j'ai un humour assez borderline. Hein. Mais là, vraiment, non, c'est une catastrophe sur tous les plans. On a une première partie où tout se déroule au même endroit, c'est un enfer. Et puis, du coup, pour vous pitcher un peu le film, en gros, c'est Christian Clavier, Didier Bourdon et chacun leurs femmes respectives qui ont leurs enfants qui vont se marier. Voilà, leurs enfants vont se marier et la fille du coup de Christian Clavier, donc qui joue un noble, la haute. Voilà, ça vous laisse présager. Hein, vraiment, on est sur une comédie bobo bien réac. Du coup, la fille de Christian Clavier, voilà, bosse dans un laboratoire d'analyse ADN. Et du coup, c'est un laboratoire américain. Elle aura pris des brins d'ADN pour pouvoir analyser leur arbre généalogique en fonction de leur génétique. Voilà. Donc de là, on a 4 parents, vieux bobos réac pourris, qui sont persuadés d'être français. Évidemment, ils vont pas l'être, sinon c'est pas marrant. Je vous en dis pas plus. Mais bon, si vous voulez regarder le désastre, regardez-le. Mais vraiment, tout pourri. Voilà, il serait peut-être temps que Christian Clavier change de registre. Voilà pour Cocorico. Du coup, on va passer au film suivant. Et celui-là, clairement, je l'ai pas vu venir. Quand Flo me l'a annoncé, je me suis dit c'est pas possible. Non, ça ne peut pas se faire, c'est impensable. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous parler d'Opération Portugal 2 de Franck Simière. Voilà, la fiche titre port du casque obligatoire. À savoir, le port du casque, là il n'est pas là pour vous protéger d'éventuels accidents sur un chantier, il est pour vous protéger du rire gênant des gens qui sont avec vous dans la salle et qui comprennent pas la merde qu'ils sont en train de regarder. Mais en plus, il est là aussi pour vous protéger parce que vous allez souvent vous frapper la gueule comme ça. Tellement c'est mauvais. Je n'en peux plus. Des films sur les Portugais, sur la nationalité portugaise. On peut faire autre chose s'il vous plaît. Ça devient ultra relou.
Voilà, ça devient ultra relou. Mais je le mets dans le même sac que Cocorico, que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ce sont des films, faut arrêter les comédies de mœurs et les clichés sur les nationalités des gens. Arrêter les clichés ethniques. On peut faire autre chose. Voilà. Et là, le pire, c'est que Cocorico, il avait quand même un semblant de cohérence. Là, Opération Portugal, il n'a aucune cohérence. Du coup, on est parti le voir avec Flo, au premier rang. C'était une catastrophe de A à Z. Des personnages qui apparaissent au début du film, qui viennent à la fin, on ne sait pas pourquoi. Jal qui est en roue libre et qui se mue dans son vieux spectacle humoristique de merde là, qui devient imbuvable. Des clichés, encore des clichés. On refait les mêmes gags que dans le premier. Les gags qu'on a trouvé à faire dans le second, et on les surexploite à balle. C'est même plus un gag filé là. C'est même pas un running gag. Voilà, je cherchais le mot. C'est même plus du running gag en fait. Tellement tout est à outrance. À un moment, vous avez un personnage, mais vraiment la scène dure peut-être 2 minutes et demie, 3 minutes, c'est déjà énorme sur un film d'1h40. 2 minutes et demie à peu près, la grand-mère portugaise qui se met à être possédée par le diable devant un prêtre qui en a rien à foutre. Et c'est tout. Voilà. Elle est possédée en 1 minute, elle est exorcisée en 1 minute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, c'est une vraie merde incommensurable. Mais là, c'est une merde au sens biblique du terme. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à dire d'un film que c'est de la merde à partir du moment où il y a des gens qui s'investissent dedans. Parce qu'il n'y a pas que les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, etc. Il y a aussi les maquilleurs, les décorateurs, les techniciens, son, lumière. Il y a plein de gens autour d'un film. Là, clairement, ils ont continué à faire leur film entre potes pour se foutre de la gueule des Portugais, pour se foutre de la gueule des Arabes aussi, soit dit en passant, pour se foutre de la gueule de tout le monde. Mais sauf qu'à vouloir se foutre de la gueule de tout le monde, tu te fous de la gueule de personne, tu n'apportes rien, tu n'es ni cynique, ni drôle, ni sarcastique, ni quoi que ce soit. Donc là, ouais, c'est une merde. C'est une merde immonde, c'est pourri jusqu'à la moelle. Je ne comprends pas qu'il y ait une suite au premier. Et le pire, c'est que le ressenti qu'on a eu avec Flo en sortant de la salle, c'était en mode, c'était nul. On savait que c'était nul. Mais il arrive à être un peu mieux que le premier. Question budget, question idée de mise en scène, question décor, voilà. Il arrive à être un peu mieux. C'est tout. C'est tout. Le reste, c'est poubelle. Poubelle, on le prémâche, on le vomit, on le tripa, on le fait brûler. Point. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette daube incommensurable. De toute façon, au vu du film que c'est, vu que j'ai traité le premier, je pense que le deuxième va être traité aussi dans une deuxième vidéo, mais je sais pas quand elle va sortir, je vais voir. Très sincèrement, mais c'est une catastrophe sur tous les plans. Voilà. Alors, passons maintenant à un film qui fait un petit peu plus débat, qui est un peu plus intéressant. Bob Marley, One Love de, je n'ai plus le nom, Reynaldo Marcus Green. Voilà. Je sais plus ce qu'il avait fait auparavant, notre cher Reynaldo. C'était déjà un film qui avait divisé sur sa qualité et sur son utilité surtout. Et là, on revient au même point. On revient en fait à des points où j'ai pu lire un peu partout et je comprends les films, les biopics, qui servent pas à grand chose. Voilà, qui servent pas à grand chose. À savoir, beaucoup de gens l'ont comparé à Bohemian Rhapsody sur son traitement. Alors Bohemian Rhapsody, oui et non. Oui sur l'utilité du biopic, parce que le problème c'est que le souci d'avoir les membres de la famille de Bob Marley qui s'investissent dans le film, on aura forcément un film très lisse. Le seul biopic musical qui vaut le coup à l'heure actuelle, traité de manière très réelle et par la personne elle-même, du coup en n'ayant pas un biopic tout lisse parce que l'entourage est là, machin, c'est Rocketman, sur la vie d'Elton John, que je conseille si vous ne l'avez pas vu. Mais Elton John, voilà, était impliqué, etc. Et il va sans concession sur sa propre vie. Voilà, le mec, c'était un cocaïnomane, enfin un toxico au possible, un alcoolique, ultra seul, qui ne comprenait pas ses proches, qui
qui s'est marié à une femme qu'il n'aimait pas, qu'il a quitté du jour au lendemain, il s'en veut toujours à l'heure actuelle, enfin voilà. Il a vraiment été assez transparent, il a laissé beaucoup de choses paraître, je pense que pas tout, mais la plupart. Mais là, en fait, Bob Marley, effectivement, on est sur, bah voilà, bon, l'acteur, j'ai rien à dire dessus, il est très très bon, mais voilà, c'est tout, c'est tout. Je pense pas que Bob Marley soit un homme parfait. Il y a juste une scène où il s'énerve et il frappe son ancien manager, je crois, de mémoire, oui c'est ça, son ancien manager. Mais c'est tout. C'est tout, voilà, après il est très lisse, il est en mode ouais voilà je vais faire mon disque et tout. Et le truc quand je disais par rapport à Bohemian Rhapsody, oui et non, ben Bohemian Rhapsody en fait c'est que tout ce qu'on nous raconte, enfin la plupart du film qui est raconté, c'est bullshit, complet. C'est de la merde complète, c'est purement et simplement inventé. Là Bob Marley One Love, ça l'est beaucoup moins. C'est un peu plus authentique et aussi il faut prendre en compte que Bohemian Rhapsody ça se fait sur 2 décennies. Ça se déroule sur 2 décennies environ. Bob Marley quand il a commencé à être très connu, ça a été vraiment avec son deuxième album Exodus qui est sorti en 1978. 1977-1978, je sais plus exactement. Et il est mort en 80-82, donc ça a duré quoi 3-4 ans en vrai. Donc ouais, c'est beaucoup plus court, il y a moins à traiter, même si le personnage est fascinant. Moi j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez voir un excellent biopic sur Bob Marley, la vidéo de Seb Lafrite. Voilà, Seb, je dis Seb Lafrite pour, voilà, pour être sûr, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais la vidéo de Seb, qui dure à peu près 1h05, 1h06, un truc comme ça, qui retrace complètement et superbement la vie de Bob Marley. Vraiment, pour le coup, il a fait un taf gigantesque, et c'est un meilleur biopic que le biopic sur Bob Marley. Voilà. Ce qu'il fait pour moi, qui va pas forcément aller dans les mauvais films, bah déjà, bon, il y a un rythme que j'ai un peu apprécié, c'est toujours agréable d'écouter les morceaux, même s'ils sont mal utilisés ou utilisés à outrance. C'est un personnage en particulier et l'actrice qui la joue, c'est du coup le personnage de Rita Marley. J'ai plus le nom de l'actrice, je vous invite à aller chercher hein, comme d'habitude. Il est fascinant ce personnage. Elle croit en la cause de Bob, ils s'aiment depuis toujours. Elle a accepté ses écarts de conduite, elle a été un danger pour lui, elle croit en la cause, elle croit en lui, tout ce qu'il y a autour. Vraiment voilà, il est incroyable ce personnage, il est extrêmement touchant, très attachant, mais c'est tout. Voilà, on n'a pas de relationnel entre Bob Marley et ses enfants, on n'a pas plus de background sur sa vie antérieure, sur le fait qu'ils aient galéré avec les Wailers pour faire produire leurs albums, pour se faire connaître. Donc voilà, je l'ai mis en OSEF. Je l'ai mis en OSEF parce que bon, c'est assez quali, etc. Par contre, les incrustes publics et tout, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Vraiment. Mais bon, voilà pour Bob Marley. J'avoue que je l'attendais un petit peu, je suis un peu déçu. C'est pour ça que je le mets en OSEF. Ce qui sauve, c'est Rita Marley, les chansons. Et le fait qu'on ait un biopic qui tienne à peu près la route, même s'il n'apporte rien et il ne sert à rien. Voilà. Film suivant. Et dernier film naze, et après on va passer sur la deuxième meilleure partie de ce mois de février. Madame Webb. Notre chère Madame Webb. Voilà, de S.J. Clarkson. Du coup, avec Dakota Johnson dans le rôle titre. Alors, Madame Webb, clairement, il se fait atomiser de partout. Parce qu'il est nul. Voilà, il est nul. Au même titre que Cocorico, au même titre que Opération Portugal 2, je les ai trouvés tous les trois nuls. Madame Webb, il est nul. Mais vraiment naze, nul à chier, tout pourri. Maintenant, il y a des gens qui le comparent beaucoup du coup aux autres films du Sony Spider Universe, là, du Sony Spider-Man Universe, donc les films autour de Spider-Man mais sans Spider-Man. Pourquoi les autres films du Spider-Verse de Sony, donc il s'agit de Venom, Venom 2 et Morbius. Sachant que cette année, on va avoir le droit aussi à Kraven, le chasseur, et Venom 3. Beaucoup de gens
disent de Madame Web que c'est le film le plus nul du Spider-Verse, etc. Alors, non. Purement et simplement pour une raison. C'est que comparé à Morbius, les actrices et les acteurs se sont investis un minimum. Morbius, on voit que tout le monde se fait chier. Jared Leto se fait chier, Matt Smith, voilà, Matt Smith est dans le film, il se fait chier. Tout le monde s'emmerde. Voilà. Là, Madame Web, on s'emmerde pas, mais genre, le souci vient de plein d'incohérences, de plein d'effets de style qui ne servent à rien, du méchant qui est d'un fade, mais spectaculaire. J'ai rarement vu ça au cinéma. Tahar Rahim, je sais pas ce que t'allais foutre là-dedans, mon gars, vraiment très clairement. Les trois quarts des plans qui sont de Tahar Rahim, ils sont filmés en mode 45 degrés à la con, ce qu'on appelle dans le cinéma le plan flemmard. En fait, c'est la caméra est mise de ce sens-là de façon à ce qu'en fait, elle soit stable, le plus stable possible. Il y a un film qui fait ça très bien, pareil, et qui est archi nul, c'est Battlefield Earth de John Travolta. Voilà. Financé par la Scientologie, qui est tiré d'un roman du père de la Scientologie et qui est réalisé par John Travolta, qui est un gros client de la Scientologie. Si vous voulez voir un nanar spectaculaire, regardez-le, il est fabuleux ce film. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Bref, je reviens à mes moutons. Madame Web, du coup, voilà, pour moi, c'est pas un nanar, c'est un navet, parce que c'est du foutage de gueule, au vu du budget qui a été impliqué dedans, au vu des promesses. Voilà, c'est une nulle à yesh. Donc on se retrouve avec Dakota Johnson qui, après avoir eu un accident, a des pouvoirs. Comment? On sait pas. Elle les utilise de manière complètement random et son personnage, une fois qu'elle a ses pouvoirs, son personnage ne sert qu'à faire avancer le scénario. C'est tout. C'est tout. Le reste du temps, elle sert à rien. Voilà. Le méchant qui est censé être super méchant, le mec, il devient méchant parce qu'il fait un rêve avec les trois ados qui, en fait, quand elles sont adultes, vont le tuer. Frérot, réfléchis 2 secondes. Si t'évitais de les tuer, est-ce qu'elles auraient envie de te tuer? Non. Je sais pas, enfin, moi ça me paraît logique, hein. Je vais pas essayer d'aller tuer des gens qui potentiellement peuvent me tuer. Du coup, je vais éviter de créer une rancœur et voilà, je cherche pas plus loin. Là, vraiment, c'est un calvaire monumental. Les trois ados, on a des ados clichés, hein. On a la rebelle, l'intello et la timide. Et puis voilà, on a la présence de Ben Parker, de Mary Parker, vraiment... Eh oh, c'est l'univers Spider-Man. Vous avez vu, il va être là. Ok. Si vous voulez, pas de souci. Non, vraiment, vraiment nul. Enfin, il n'y a rien à garder. Les effets spéciaux, ils sont moches. Le scénar part dans tous les sens. T'as un personnage qui pop à un moment au Pérou. Pourquoi? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, je t'attendais. Frérot, tu vis dans la jungle. Une jungle énorme. Et tu vas me dire que t'as vu l'avion de Cassandra Webb atterrir et arriver dans la jungle? Genre, tu l'as suivi? Alors que t'es censé venir d'une tribu qui vit exclusivement dans la jungle? Allez vous faire foutre. Voilà, juste allez vous faire foutre. C'était nul, c'était plat, c'était mauvais, ça n'a aucun intérêt. Et le pire, c'est que la réalisatrice défend son film et je crois qu'elle a donné des interviews, dont 2 d'entre elles, où elle justifie les trucs, mais en fait, en justifiant, elle enfonce encore plus son film dans la merde. C'est fabuleux à lire, c'est fabuleux à voir, vraiment. Je vous invite à lire les interviews, mais à ne pas aller voir ce film. Les gens qui avaient pris des places en avant-première, les 3 quarts les ont annulés. Tellement c'était couru d'avance que ça allait être nul. Donc Madame Web, c'est une catastrophe. Sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Mais je maintiens, c'est pas le plus nul. Morbius est bien plus nul à chier que ça. Parce qu'il y a eu le même budget, il y a eu des acteurs plus connus, voilà. Et ils se sont pas investis, ils en avaient rien à foutre. Si t'en as rien à foutre, fais pas de film. Et le pire dans tout ça, je crois que le coup de grâce a été donné par un des derniers coups de com' de Sony.
en... je reviens juste pas de ce truc. Genre vraiment, ils étaient tellement en dèche que du coup, ils ont mis l'actrice Sydney Sweeney dans le film, donc qui est dans le film. Sydney Sweeney qui est en train de popper un peu partout, là, va jouer dans un prochain film, c'est un film d'horreur qui s'appelle Immaculée. Voilà, donc elle est jolie, donc on la met en avant, voilà. À savoir que dans Madame Web, c'est le seul personnage féminin avec une tenue courte. J'ai envie de me crever les yeux. Le mec qui s'occupe du marketing chez Sony, c'est un véritable connard. Voilà, et vraiment, il a fait un coup de com' en mode 3 raisons de venir voir Madame Web au cinéma, Sydney Sweeney, Sydney Sweeney et Sydney Sweeney. Je vous laisse juger de ça. C'est lunaire. Genre vraiment, c'est lunaire. Bah, elle est jolie, elle m'a dit on va la mettre. J'aime bien les fesses et les nichons. Allez crever. Allez vous faire foutre. Genre vraiment, allez vous faire foutre. Voilà pour cette première partie du mois de février. On va passer à la deuxième et là, beaucoup mieux. Et on va la redémarrer du coup avec un biopic, Une vie de James Hawes. Du coup, qui raconte l'histoire de Sir Nicholas Wheaton, un Anglais qui est allé à Prague juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale pour aller en fait aider des familles et notamment des enfants à se faire adopter du coup par des familles anglaises avant qu'en fait la Wehrmacht n'envahisse la République tchèque. Et du coup, on connaît hein, déportation, exécution, etc. C'était poignant. Vraiment, c'était poignant. Le film met un petit peu de temps à démarrer, mais le film est magnifique. Le film est vraiment magnifique. On a du coup, on a le film qui se scinde en 2 parties. Donc pas en 2 parties distinctes, vraiment, il se déroule à 2 époques différentes dans le montage. On va avoir du coup la partie moderne, donc dans les années, je crois 1988, donc qui se déroule avec Anthony Hopkins dans le rôle titre, qui est très touchant, qui est d'une modestie, d'une humilité incroyable. De l'autre côté, on va avoir son personnage plus jeune. Je suis désolé, j'ai perdu le nom de l'acteur. Et du coup, en fait, on voit que le personnage d'Anthony Hopkins, il est encore hanté par ça, il ne sait pas ce qui est arrivé aux enfants, il ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais il a tout gardé, tout le temps. Et en fait, en épurant tout ça, il va finir par rencontrer la femme d'un grand magnat de la presse britannique. Et du coup, en fait, son histoire va se faire connaître par la BBC. Et en fait, comme ça, il va retrouver quasi tous les enfants qu'il a sauvés. On parle de plus de 660 enfants. Voilà, c'est colossal. C'est colossal, c'est-à-dire qu'il a fait s'investir plus de 660 familles britanniques pour du coup élever les enfants qui venaient de Prague. Et ensuite, s'il voulait retourner en République tchèque, il pouvait, donc en Tchécoslovaquie à l'époque encore. C'est fabuleux, voilà. Et on voit toute la difficulté qu'ils ont eu à récolter des sous, à faire en sorte que l'administration britannique s'active un peu le derche. La mère du coup de Sir Nicholas Wheaton, donc, qui est interprétée par Helena Bonham Carter, s'investit aussi. Enfin voilà, on a vraiment tout un... On voit en fait la difficulté et tout de se dépêcher de faire vite au niveau administratif. Même à l'époque, hein, voilà, c'était un calvaire. Surtout à l'époque, c'était un calvaire. Mais voilà, les Britanniques ont joué le jeu et Sir Nicholas Wheaton recevra du coup son titre de Lord de la part de la reine d'Angleterre. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants de Sir Nicholas Wheaton, qui ont été sauvés par Sir Nicholas Wheaton, qui sont en vie. Et l'histoire est magnifique, l'histoire est belle, voilà. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que mine de rien, aujourd'hui, c'est cliché et on se connaît, mais le fait qu'il n'y ait pas de rafle, de violence tout du long de la part de la Wehrmacht, hein, même si c'était le cas à l'époque, attention, je n'excuse rien, qu'on ne déforme pas mes propos. En fait, c'est juste qu'on n'a pas de violence guerrière, on a juste vraiment une course contre la honte. Et on a eu 8 trains, et le 9e déjà est parti.
et après ça a été terminé. Donc voilà, il envoyait les enfants dans les trains, et les trains faisaient en fait ce qu'ils appelaient des convois internationaux, et en gros les trains traversaient la Tchécoslovaquie, traversaient les Pays-Bas, la Belgique, notamment l'Allemagne aussi, et voilà, pour arriver jusqu'en Angleterre. Et, et vraiment en fait, on a juste cette course contre la montre qui est allaitante, etc. Et de l'autre côté, quand ça part sur la prestation d'Anthony Hopkins, quand ça part en 1988, on est vraiment en mode c'est calme, mais en fait ce qu'il travaille lui, ce qu'il ronge lui, c'est tout le rythme, il est à cette époque-là en 1939 vraiment. Et du coup on voit en fait ce qu'il y a dans son esprit, pourquoi ça le travaille autant, pourquoi ça le ménage pas en fait. Et rien que pour ça, en termes de montage et tout, c'est fabuleux. Et surtout, on a une réalisation qui est très humaine, très terre à terre, très réaliste. Et je trouve que ça rend le truc beaucoup plus immersif. On a beaucoup de plans caméra épaule, etc. Et le fait d'avoir ces plans caméra épaule, en fait, on voit la réalisation qui s'accélère un petit peu plus. Et du coup, on voit la panique dans les mouvements de caméra, ça bouge plus, etc. Plus le temps passe dans le film, plus ça bouge, etc. Vraiment, non, c'est brillant. C'est brillant, c'est beau, c'est touchant. Juste le film met un petit peu de temps à démarrer, mais après, quand ça démarre, c'est cool. Quand ça démarre, c'est vraiment... voilà, on est dedans. On est dedans. En fait, on est à la limite entre le biopic et le thriller. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré, je le reverrai avec grand plaisir. Et je trouve qu'Anthony Hopkins, c'est un acteur qui est comme le bon vin. Plus il vieillit, et meilleur il est. Voilà. Alors, film suivant, et là c'est un film que j'ai apprécié. Donc on va passer de l'un à l'autre du coup, parce que je les ai vus dans la même soirée, ces deux films-là. Donc après Une vie, j'ai été voir Sleep de Jason Yu avec le regretté, et là je vais reprendre son nom, Lee Sung-gyun, du coup je suis désolé si je le prononce très mal. Voilà, l'acteur qui jouait dedans malheureusement nous a quittés entre temps. Donc on est sur un thriller épouvante, un peu... Enfin, entre le psycho et le fantastique. J'avais un peu peur qu'il se mue dans une histoire de possession démoniaque, etc. Alors il y a une possession, oui, mais elle va beaucoup plus jouer avec le folklore asiatique, donc coréen là en l'occurrence, mais les légendes et histoires se rejoignent souvent en Asie. Et là, en fait, on parle du coup d'un homme qui souffre de somnambulisme, sauf que plus en gros, plus le film avance, plus son somnambulisme devient violent. Et le problème, c'est que cet homme vit avec une femme, mais cette femme ils vont avoir un bébé. Et en fait, elle va commencer à s'inquiéter quand elle va se rendre compte que son homme n'est pas lui-même. Quand il fait ses crises de somnambulisme, ce n'est pas lui. Et surtout, elle a peur pour son bébé. Parce qu'il a déjà fait des trucs avant, moyen chaud. C'est quasiment du huis clos. Quasiment, parce que la majeure partie de l'action se passe dans leur appartement. Et vraiment le film il est intense quoi. Alors je l'ai pas forcément adoré parce qu'on voit qu'il y a quelques petits défauts, etc. Mais à savoir, c'est un premier film, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai lu un peu partout. C'est le premier film de Jason Yu. Et ouais, moi tous les premiers films je les prends comme ça. S'ils sont tous comme ça, je les prends, aucun problème. Aucun problème. Après, je suis plus exigeant avec le domaine de l'horreur dans le sens où c'est mon genre de prédilection. Mais bordel, il est cool. Il est très très cool. C'est un excellent film. C'est un excellent film. Voilà. Après, il y a des petits défauts de rythme, des petits défauts de narration, quelques petits défauts de cohérence. Et au niveau des ellipses, des fois, c'est un petit peu sec. Mais sinon, au-delà de ça, sincèrement, il est très très cool. Il est très très cool ce film. Vraiment. Donc je vous le conseille, si vous avez envie de vous faire un peu peur sous la couette sans trop exagérer, allez-y. Hein. Il y a un gros avantage à ce film, c'est qu'il y a énormément de suggestions. On ne montre pas tout. Il y a un moment, c'est montré, c'est dommage parce que ça tue la suggestion qui a été faite plus tôt dans le film.
Mais voilà, il y a des petits défauts, mais vraiment, si c'est que ces défauts-là, parce que c'est un premier film, on les corrige pour le second, enfin pour le deuxième, et puis feu, hein, Jason Yu à suivre de très près. Voilà, c'est un mec que j'ai envie de suivre de très très près. Voilà pour Sleep. Du coup, on va passer au film suivant, et là, on change complètement de registre et d'ambiance. Le Royaume des Abysses de Tian Xiaopeng. Je suis désolé pour la prononciation, je suis vraiment ignoble. Du coup, film d'animation chinois en 3D. Quelle claque! Visuellement, esthétiquement, je vais reprendre ce que tout le monde a dit. C'est sublime, splendide, magnifique, beau, merveilleux. C'est fabuleux. Le travail a duré 7 ans. Titanesque le bordel. Titanesque. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Vraiment. Alors, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas adoré parce que on propose le Royaume des Abysses. Il n'y a pas de Royaume des Abysses. Il y a le restaurant des Abysses, mais il n'y a pas le Royaume des Abysses. Voilà. Donc c'est un film, si vous voulez y aller avec des enfants, non. Parce que les enfants, clairement, ils vont s'en foutre. Parce que c'est un film qui a un rythme très... Enfin, qui n'a pas le même rythme qu'un Disney ou qu'un DreamWorks. Et surtout, le propos du film n'est clairement pas adapté aux enfants. Voilà. C'est un film qui parle de solitude, de séparation, de tristesse, de peur, de désir et pensées morbides, de manque d'affection, de liens maternels et paternels, d'une déchirure, enfin bref, ça aborde énormément d'aspects qui sont beaucoup trop profonds pour un enfant. Voilà. Alors, le seul bémol que j'aurais vraiment à reprocher au film en lui-même, c'est peut-être une grosse longueur au milieu, un gros ventre mou, mais tout le début, etc., les découvertes et tout, c'est merveilleux, l'attaque du fantôme rouge, c'est fabuleux, et la fin qui est une patate émotionnelle, le plein bide, suivi d'un coup de genou dans les chicots. Vraiment, c'est... Allez-y, vraiment allez-y, si vous aimez l'animation, si vous voulez être touché, si vous voulez vivre un voyage interdimensionnel sur tous les aspects de votre spectre émotionnel, le Royaume des Abysses, je vous le conseille très vivement. Et j'ai très hâte de voir ce que l'animation japonaise va proposer. Je pense très sincèrement, au vu de cette qualité-là et de ce que propose Disney et Pixar ces derniers temps, il y a du souci à se faire chez Hollywood. Il y a du gros souci à se faire. Vraiment. Voilà, j'exagère à peine le trait. J'exagère à peine le trait. Voilà, pour le Royaume des Abysses, du coup. Dernier film que j'ai vu au cinéma. Je vais pas être objectif du tout. Je ne vais pas être objectif du tout. Bon Dieu de bordel de merde. Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Tout le monde avait peur, était en mode comment il va faire suite à un film relativement contemplatif avec beaucoup d'informations, de découvertes et d'intrigues politiques non résolues. Et ben, beaucoup de sombre, beaucoup d'épique, de la bataille, un récit initiatique qui en fait prend les prédictions et les visions qu'on aurait pu avoir dans le premier à contre-pied, des personnages supplémentaires qui sont tous très intéressants. Peut-être le personnage de Austin Butler un peu mal exploité et pas assez exploité parce qu'il est fascinant de folie ce personnage. Florence Pugh qui m'a pas saoulé pour une fois, incroyable, vraiment son perso il est cool, je trouve qu'il est pas assez exploité. Bon, Timothée Chalamet impeccable, Josh Brolin impeccable, Javier Bardem toujours aussi bon. Très heureux d'avoir vu une actrice que j'aime de tout mon cœur dans ce film, que j'avais pas fait gaffe, que ce soit dans les bandes annonces ou sur les affiches. Je ne dirai pas qui c'est du coup, vous verrez par vous-même. Elle apparaît très rapidement dans le film, hein. Vraiment c'est juste une vision, mais vraiment j'étais très content de la voir. Et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire plus tard. Mais grosse mention spéciale à Zendaya. Alors Zendaya, moi j'ai beaucoup de mal avec son jeu d'habitude, je la trouve plate, elle a toujours le même regard, elle a toujours les mêmes mimiques, elle joue toujours les mêmes personnages, enfin dans leur personnalité etc, elle joue toujours à peu près les mêmes persos, c'est chiant. Là,
incroyable. Là, pour le coup, vraiment, en fait, je me suis attaché, j'ai compris son problème, j'ai compris ses intentions, la direction qu'elle va prendre, etc. Je vous spoil pas, vous verrez. Et vraiment incroyable. Et je me suis plus attaché au personnage de Zendaya qu'à Paul Atreides. J'en dis pas plus. Disons que les visions qu'il avait dans le premier, je pense qu'il n'a pas pris la pleine mesure de sa destinée. Et qui risque peut-être de faire un peu de la merde. Après, c'est peut-être réfléchi, on ne sait pas, très sincèrement, j'attends la nouvelle, du coup j'attends la suite là, avec grande impatience. Mais d'une deuxième partie, c'est magnifique. Voilà, la direction artistique toujours aussi folle, la musique d'Hans Zimmer toujours impeccable. Stellan Skarsgård en Baron Vladimir Harkonnen, vraiment, sincèrement, il est meilleure idée ever. Meilleure idée ever. Enfin, en fait, tout le casting, il est parfaitement à sa place. Voilà. Christopher Walken en Shaddam 4, l'empereur Shaddam 4. Incroyable. Celle-là, je l'avais pas vu venir non plus, mais c'est cool, j'adore Christopher Walken. Donc bon. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Dune. En IMAX de préférence. En IMAX de préférence. Vraiment, ça fait tout. L'image est magnifique et surtout le son. Le son, pareil. C'est impeccable. Vraiment, c'est impeccable. Donc voilà, vous attendez pas à avoir autant d'action dans le premier. Il y en a plus. Et ça, c'est cool. Vraiment, il y en a plus. Donc, Dune, feu, allez-y, let's go. En avant, on va voir Dune. Voilà, je ne dirai rien de plus. Allez voir Dune. J'espère que j'ai pas trop spoilé. Je pense pas avoir trop spoilé. Mais allez voir Dune. Let's go. Bien, on a fini pour les films que j'ai vus au cinéma ce mois-ci. On va passer du coup aux séances maison. Alors, premier film que j'ai vu en séance maison, que j'avais très hâte de voir et que j'ai regretté de voir, ça a été Highlander de Russell Mulcahy, bref, voilà. Du coup, ce film, il est pas génial, il est pas appréciable, il est pas osef, parce qu'il a eu un gros impact, mais il est mauvais. C'est un très mauvais film, ça a très mal vieilli, et pourtant je me mets souvent dans le contexte en mode, voilà, là c'était 1986, l'année de sortie du film, j'étais en mode, ouh, j'ai hâte quoi. Vous vous rappelez ce que j'ai dit le mois dernier en mode les films avec les épées, j'adore ça? Bah, c'est que je venais de le voir en fait. Il est très mauvais. Et en fait, il est très mauvais, il a très mal vieilli dans son montage. Sa narration, elle est pas cohérente. Le personnage de Sean Connery qui débarque comme ça. Le personnage de Christophe Lambert, du coup, notre héros, MacLeod. Putain, mais quelle tête à claque débile. Vraiment, c'est un gamin, il n'y a rien d'héroïque. Le final sur un toit d'usine, comme Madame Web, j'ai l'impression que c'est le même putain de toit entre Madame Web et Highlander, ça m'a fait très bizarre. Mais ouais, Highlander, vraiment j'ai pas aimé. En fait, le rythme de son montage, genre l'époque fin Moyen-Âge, début Renaissance, du coup, en Écosse, bah, on la voit pas énormément. Et c'est dommage. C'est dommage. Ça aurait été mieux de faire un truc plus classique au lieu de vouloir s'essayer à faire des choses qui vont niquer le rythme. Parce qu'à chaque fois qu'on revient en 1986, du coup, bah, il a, je crois, 450 ans, le personnage de Conrad MacLeod, pardon. Et en fait, il est chiant à mourir, quoi. Il est chiant à mourir. Et, bon, voilà, le film est chiant, le rythme est saccadé au possible et ça nique tout, en fait. Ça nique tout. Je pense que le film aurait pu être bien meilleur que ça. Mais là, vraiment, il m'a juste marqué par ça et c'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage. Parce que, putain, les immortels qui se battent jusqu'au dernier, le dernier vaincra, enfin, un seul peut survivre. Un seul peut survivre, qui se battent avec des épées pour se trancher la tête. Et qui viennent de toutes les époques en plus, parce que celui de Sean Connery, de mémoire, il a plus de 2000 ans. Ils viennent de toutes les époques et tout. C'est génial, quoi, comme concept, c'est cool. Et là, c'est chier. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais là, mauvais. Mauvais, on oublie. Voilà, je l'ai vu, je ne le reverrai plus. Basta, on n'en parle plus. C'est pas un bon film. C'est pas un bon film.
Voilà pour Highlander. Du coup, on va passer au film suivant. Et lui, étonnamment, je l'ai apprécié. Je m'attendais à rien, mais ça va. Voilà. Indiana Jones 5, le cadran de la destinée, réalisé par James Mangold. Et ben, ouais. Vous savez que le 5, c'est genre ce que vous auriez dû faire dans le 4. C'est-à-dire faire assumer pleinement le fait qu'Indiana Jones, bah, il est vieux et il peut pas faire ses aventures tout seul. Parce qu'en vrai, le véritable aventurier, c'est pas vraiment lui, hein. C'est la fille de son ancien acolyte, de son ancien partenaire, qui est dans des. Qui se noie dans des problèmes d'argent, etc. Et c'est elle, en fait, qui porte vraiment le film. Et c'est cool. C'est cool. Donc, bon, voilà. Harrison Ford, il est bien investi, je le trouve plus et mieux investi que le quatrième volet. Donc voilà, après ça atteindra jamais le talent de la trilogie originale, mais ça propose un truc cool et vraiment, ouais, si vous voulez passer un bon moment, là en plus il pleut et tout, sincèrement, ouais, il est cool, en famille il est cool. Peut-être un poil long, 2h33 je crois, peut-être un petit peu long quand même. Ça reste généreux, c'est cool pour du Indiana Jones, je vais pas m'en plaindre, mais ouais, peut-être un petit poil long. Il y a quand même bon, y a des défauts de cohérence forcément, d'écriture un petit peu. Papy Ford, il commence à traîner la patte sur le tournage, ça se voit, mais au-delà de ça, ça reste un très bon divertissement. Voilà, je l'ai pas adoré parce que bon, bah, toujours la trilogie originale, forcément, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis un vieux connard, donc on continue. Mais voilà, on va passer au film suivant. Et le film suivant, c'est Sonic de Jeff Fowler. Alors, Sonic, je m'attendais à rien, clairement, comme Indiana Jones, et au final, bah, tant mieux. Voilà, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme mon cas en fait, c'est un film pour gosses. C'est un film pour gosses. Voilà, donc il n'y a rien d'extraordinaire, c'est marrant par moments, c'est touchant à d'autres, mais en soi, c'est une histoire bateau, vue et revue. Ça m'a quand même fait plaisir de revoir Jim Carrey, mais voilà, pour moi, c'est Osef. Je sais pas si je regarderai le 2, il y a le 3 qui sort cette année. Bon, c'est pas, voilà, pas mon délire. Par contre, Malik Bentala en VF, putain quoi, on a des doubleurs. Donnez des doubleurs, sans déconner. Rien de plus à dire sur Sonic. Film suivant, et là on va parler d'une légende, d'une pépite, d'une pierre angulaire du cinéma. Sorcerer de William Friedkin. William Friedkin, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, L'Exorciste, Killer Joe, La Chasse, French Connection. Et du coup Sorcerer. Et vous savez quoi? Eh ben non, il détrônera pas L'Exorciste, parce que L'Exorciste quand même, faut pas déconner. Mais je pense que, ouais, j'ai vu French Connection, j'ai vu Killer Joe. J'ai toujours pas vu La Chasse, mais c'est avec Al Pacino, qui a l'air très très cool. Mais ouais, sincèrement, c'est mon deuxième préféré de William Friedkin, Sorcerer. Il est fabuleux, donc c'est un sorte de remake, c'est un bon remake même du Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, qui était lui-même une adaptation d'un livre. Je crois que cette année, il y a un nouveau Salaire de la peur qui va sortir encore, visiblement on a des idées. C'est incroyable. À suivre, c'est incroyable. On a 4 personnages qui se retrouvent par la force des choses au même endroit, en fait, paumés en plein milieu d'une jungle gigantesque. C'est un film qui est puissant, qui prend aux tripes, qui est tendu, et en fait, ces 4 personnages-là vont être donc bossent pour une espèce de compagnie pétrolière chelou. Et en fait, ils vont être embauchés pour traîner 2 camions avec chacun à l'intérieur 3 petites boîtes de nitroglycérine. Voilà, sauf que les boîtes en question, elles sont pourries et il ne faut pas qu'elles bougent. La moindre goutte tombe, le camion explose. Clairement. Comment vous dire que traverser une jungle avec des camions gigantesques, donc quand je dis gigantesque par rapport à la jungle, là, on parle d'un bon gros camion, style militaire cubain là, avec du coup 2 personnes par camion qui se relaient, une
comment une jungle gigantesque, des routes très peu praticables, voire pas du tout, obligé de faire péter un énorme tronc d'arbre pour continuer la route. Il traverse un pont qui tient à peine, un des personnages va presque se faire écraser. C'est une course contre la montre pour gagner 10 000 $ chacun, quoi. Et vraiment, en fait, on les voit sombrer petit à petit dans la folie, etc. Et au moment où on se dit, ah, ça commence à se calmer, ça va mieux, boum, il y a un truc qui se passe, qui fait que, bah non, c'est pas possible, ils se méfient les uns des autres, mais à la fois, ils apprennent à se connaître. Enfin, voilà, vraiment, c'est un temps d'axe, mais phénoménal. Vraiment, c'est une maîtrise parfaite du suspense, et il faut voir ce film. Il faut voir ce film. Voilà. Je vous dis ça alors que ça fait peut-être 8 ans. Ça doit faire 8-9 ans que j'ai l'édition et je crois que c'est le plus vieux film de ma collection. Ça fait 8-9 ans que je l'ai et je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant. Voilà. Je me confesse. Mais du coup, incroyable. Incroyable. Voilà. Vraiment très très long. Très très long. Film suivant. Et on change encore de registre. Sinon c'est pas drôle. Film suivant, du coup, c'est un film russe, Mongol, de Sergueï Bodrov. L'histoire, du coup, de Genghis Khan. Osef. Osef, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est c'est un peu une fausse promesse. Je me suis un peu retrouvé comme Valhalla Rising, mais Valhalla Rising, je savais de quoi ça allait parler, je savais à quoi m'attendre, et surtout, c'était de la fiction. Il n'y avait pas d'inspiration de faits réels et surtout d'inspiration sur des preuves historiques. Là, on parle quand même du plus grand guerrier de tous les temps. D'accord? À savoir que l'empire de Genghis Khan a jamais été atteint en termes de grandeur par d'autres conquérants. Dans toute l'histoire, on s'entend. Napoléon, non. Alexandre le Grand, non. Attila le Hun, non. Vraiment, c'est même plus un empire. Le mec, il a envahi la moitié du monde. C'est littéralement ça. Enfin, du monde connu. Voilà. J'aurais voulu avoir des scènes de bataille comme on me promet sur la jaquette du DVD. J'aurais voulu avoir des moments épiques comme on me promet sur la jaquette du DVD. Les seuls moments épiques qu'on a, et m'ont beaucoup du coup fait penser à Valhalla Rising, mais aussi au travail qui a été fait sur Conan le Barbare. C'est très beau, c'est très contemplatif. Les paysages, ils sont splendides. Vraiment, ils sont splendides. Voilà. Le fait d'entendre de la musique mongole et tout, c'est beau, j'adore ça. Mais après, c'est très plat, c'est très chiant et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Dites-vous que sur 2 heures de film, les 40 premières minutes, il passe son temps à fuir, se faire capturer, fuir, se faire capturer, fuir, se faire capturer. On n'a que ça. C'est relou. Vraiment, c'est ultra relou. Et on a tout un pan d'introduction au début où en fait, là c'est le jeune Genghis Khan. Je dis Genghis Khan, mais il a un autre nom. Franchement, sincèrement, j'ai de la flemme de m'en rappeler. Du coup, on a tout un pan où le père de Genghis Khan et lui-même vont en fait dans une tribu qu'ils ont fait soumettre quelques années auparavant. Et du coup, il va pour choisir une épouse. Moi, je me dis, ok, ça va tourner autour d'un prisme un peu romantique, en mode femme forte, il n'y a pas d'homme fort sans femme forte et tout. C'est cool. Sauf que même elle n'est pas exploitée, en fait. Elle n'est pas exploitée du tout. Donc, t'es en mode, bon bah... Voilà, et tout est maladroit. En fait, on veut proposer plein de trucs, mais à la fin, on propose rien. Ouais, bah, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Et le pire, c'est que sur l'affiche, on le voit avec 2 énormes lames qu'il n'utilise jamais. Et à chaque fois qu'il a une bataille, il perd. Il n'en gagne qu'une seule à la fin du film. Et c'est une toute petite bataille avec intervention divine fantaisiste. Ouais, non, vraiment, voilà, pas grand chose à dire de plus. Il est chiant. Voilà, le film est chiant et c'est une fausse promesse. Pour autant, les plans sont très beaux, les environnements sont magnifiques, très bien travaillés, les costumes sont magnifiques aussi. Donc voilà, c'est le seul truc que j'aurais à retenir de Mongol, c'est ça.
film suivant, on a presque fini, c'est promis. Pareil, là on va rester un petit peu dans un registre épique, bataille, épée, etc. Han-San, la bataille du dragon de Kim Han-min. Oui, c'est ça, tout à fait, je suis désolé encore pour la prononciation, c'est affreux. Donc c'est pas un film qui est sorti chez nous en salle, je crois. C'est un film qui est arrivé directement en DVD, VOD, enfin bref. Bah c'est mauvais en fait, c'est mauvais et je suis déçu de dire ça parce que j'ai adoré la bataille finale. Mais tout le reste en fait est long, chiant, lent et justement on amène tout jusqu'à la fameuse bataille du dragon. Les acteurs, bon ça va, ils jouent bien, mais en soi le film est pas bon. Déjà dans son rythme et dans son montage, l'introduction dure 10 minutes. Et après, on nous met un espèce de dessin un peu animé, tout avec une carte, machin, qui nous raconte tout ce qui nous a été raconté 10 minutes auparavant en 1 minute 30. Pourquoi t'as fait tes 10 minutes avant? Ça ne sert à rien. Elles ne servent à rien, ces 10 minutes avant. Vraiment, clairement. Et c'est dommage, parce que le film aurait prêté à être cool et tout. J'ai d'autres films un peu de ce style-là qu'il faut que je regarde aussi, mais ça m'inquiète un peu quand je vois la qualité. Il y a beaucoup de décors vides, on sent qu'il n'y a pas énormément de budget, que tout a été mis dans la bataille finale. Donc en fait, ce qui veut le rendre épique n'est pas assez épique, c'est épicouné. Voilà, c'est épicouné vraiment et c'est dommage. Voilà, la bataille finale est cool. Elle m'a un peu fait penser à celle des Trois Royaumes, mais les Trois Royaumes, là on est sur un autre level. C'est un film que j'aime d'amour, les Trois Royaumes. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Vraiment, regardez-le, il est incroyable de A à Z ce film. Mais voilà, j'ai rien à dire de plus. Han-San il est chiant, voilà, il y a des trucs qui servent à rien. C'est pas un ventre mou, c'est un quasi mou le film. Et il y a juste la bataille qui sert à quelque chose. Mais voilà, c'est tout. Et là, le prochain, c'est un film que je vais pas forcément vous dire de regarder parce qu'il est plus tout jeune et que, effectivement, oui, dans son registre, il est un petit peu vieilli. Après, ça reste un classique. Il s'agit de Spartacus de Stanley Kubrick. Voilà. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Il n'y a pas de souci. Tous les événements se déroulent parfaitement. Voilà, on parle d'un esclave qui devient gladiateur, qui se révolte et qui crée une armée d'esclaves tellement gigantesque que l'Empire romain a peur. Voilà, et du coup, là je suis désolé, hein, je raconte un peu toute l'histoire parce que bon, il date de 60, à un moment, faut pas déconner non plus. Du coup, voilà, il va finir par perdre en fait et se faire capturer et crucifier à la fin. Voilà. Mais du coup, en fait, c'est juste, bah, on voit que c'est pas le Stanley Kubrick qu'on connaît tous avec Shining, Orange Mécanique, Eyes Wide Shut, ou encore Full Metal Jacket, etc. Là, c'est Stanley Kubrick qui tatillonne encore, j'ai l'impression. Parce que dans les 5 premières minutes du film, si on passe l'ouverture qui dure 15 ans, il n'y a que de la musique et un fond noir et la tête de Kirk Douglas ensemble à un moment, on a un moment en fait, du coup au début du film, un esclave qui s'effondre, Kirk Douglas, donc le personnage de Spartacus qui va le relever, et il se fait fouetter par un soldat romain, et en fait il va aller mordre le pied du soldat romain, et au moment où il va se faire capturer, en fait, il y a un soldat romain qui arrive derrière lui et qui l'assomme. Sauf qu'en fait, pile à ce moment, on a un cap cut, la caméra qui se décale, et entre le début et la fin du mouvement, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Donc il y a des petits trucs de montage comme ça qui sont pas beaux, et on a de la lumière qui est pas belle. Hein. Vraiment, la bonne moitié du film, la lumière est pas belle, elle est pas bien maîtrisée. Et ça se voit. Ça se voit, c'est dégueu. C'est dégueu. Mais ce qui sauve le tout, c'est voilà, le côté un peu épique, le personnage de Crassus qui est incroyable. Sincèrement, je crois que c'est devenu un de mes méchants préférés, il est vraiment top. Top, top, top. On apprend à le détester. Et le pire, c'est qu'on se dit à un moment, ah en fait, bon, ça va, il se casse, il peut être appréciable. Non, non, le mec, il a calculé son coup déjà. Il sait qu'on va le rappeler. Et quand on va le rappeler, il va être encore plus puissant. Donc vraiment, c'est une crasse absolue, ce mec, je l'adore. Ce personnage, je l'adore vraiment. Petit défaut aussi sur le personnage de Varinia. Du coup, je vais essayer de ne pas me tromper dans les syllabes.
qui est du coup la femme de Spartacus. Tout du long, c'est une femme forte. Elle a connu l'esclavage toute sa vie, c'est elle-même une esclave. Elle a connu l'esclavage toute sa vie. Elle se fait racheter à gauche, à droite tout du long du film. Elle arrive à s'échapper. Elle rejoint Spartacus, etc. par 2 fois. Voilà, la meuf, elle peut se débrouiller. Et dans les années 60, trouver une femme forte, c'est cool. Mais trouver une femme forte et intelligente, ça a l'air plus compliqué quand on arrive à la fin du film. J'étais dégoûté. Parce que tout du long, elle a eu que des décisions intelligentes. Elle a été forte de ouf. Et en fait, à la fin, quand elle s'échappe avec son ancien maître, du coup, qui lui aussi, ça pue un peu du cul pour lui, quand elle s'échappe, elle voit Spartacus sur la croix, et au lieu de se faire discrète parce qu'ils ont des faux papiers, et qu'ils se font contrôler par les gendarmes de l'époque, là, les 3 Romains, 3 légionnaires qui regardent leurs papiers, etc., leur laisser passer, elle va voir Spartacus, elle reste comme ça en mode « Oh, bon ok, je comprends, hein », mais genre, elle tend leur fils, du coup, elle lui tend leur fils comme ça en l'air, et elle, je vous jure, elle fait un « Hey Spartacus, c'est ton fils, celui que t'as eu avec moi, ta femme Varinia », c'est presque ça, sincèrement, c'est... T'es débile, tu t'es caché tout du long, tu t'es échappé, t'as fait que des choses intelligentes jusqu'à maintenant, t'as cru en Spartacus, t'as cru en ses idées, t'as... Putain! Merde! Sans déconner! Pourquoi venir gâcher ça? Le pire, c'est qu'elle fait un truc super intelligent après derrière, et ça aurait pu s'arrêter là, et vraiment, elle aurait été impeccable de A à Z. Mais non. Mais non. Voilà. Ils partent du coup sur une charrette avec son ancien maître, au loin, donc il s'éloigne de Spartacus, et elle se retourne et elle fait un « Adieu Spartacus ». Adieu mon amour, pardon. Elle fait un « Adieu mon amour ». Parfait. Il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Et le problème, c'est ce que je peux reprocher aussi à cette époque-là, c'est qu'on en faisait des caisses. À l'heure actuelle, le cinéma japonais, coréen ou chinois en fait des caisses. Ça vient de leur histoire. C'est pas juste là comme ça. C'est toute une histoire culturelle, politique, sociale, etc. Là, en fait, genre, on exagère les traits dans l'émotion et les sentiments. Vraiment, voilà. Bon, ça sent vraiment que c'est les années 60 hein, dans le traitement féminin. Parce que les 2 autres personnages un peu importants du film qu'on a, c'est des débiles horribles et des pains bêches. Voilà, je cherchais le mot, des vrais pains bêches. Mais ça marche pour tous les autres. Moi, les 2 seuls personnages que j'ai adorés, c'est Crassus et Gracchus, parce qu'ils s'affrontent beaucoup. Et les 2 sont vraiment différents. Il y en a un qui est traditionnaliste, conservateur, vraiment impérialiste. Et l'autre qui est républicain, démocrate, profond, voilà, et qui est hyper marrant. Crassus, il est hyper dur, tout le temps froid. Et Gracchus, il est super drôle. Vraiment, c'est le tonton qu'on aimerait avoir à table. Parce qu'il est marrant, mais sans être beauf, sans être horrible. Vraiment, c'est le mec qui te lâche des punchs et puis il va continuer son truc sérieux derrière, quoi. Et, mais c'est les 2 personnages qui sont assez intéressants. Spartacus, il est plat, ouais, il est peut-être charismatique, Kirk Douglas, hein. Mais c'est tout. Parce qu'il est très plat. Enfin, voilà, ses acolytes, ils passent tous leur temps à gueuler. Mais voilà, après, c'est un film que j'ai apprécié parce qu'il est beau, c'est cool, j'adore les péplums. Alors, c'est même pas vraiment un péplum, parce que c'est un péplum non mythologique, voilà, comme Gladiator par exemple. Mais voilà, c'est tout. Après, si vous avez envie de prendre 3 heures, vous pouvez, hein, Les Ifs, ce sera un très bon film malgré tout. Mais sinon, voilà, moi, je l'apprécie, je l'adore pas, mais c'est tout. C'était quelques petits défauts qui sont inhérents à l'époque, c'est pour ça que je lui impute pas trop. Mais sinon, c'est cool, c'est un très bon film. Voilà. Avant-dernier film, et après ce sera fini, promis. Avant-dernier film, du coup, Red Screening de Maximiliano Contenti. Du coup, c'est un film d'horreur argentin, et c'est une merde incommensurable. Vous vous rappelez quand je disais sur Sleep que l'horreur, c'était mon genre de prédilection? Je vais bourriner ce film. Parce que clairement, il est atrocement nul. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots. Je vous assure, c'est un calvaire. 1h20, le film arrive à être chiant les 3 quarts du temps.
On a un tueur qui s'enferme avec des victimes dans le cinéma. On a 4 personnages qui sont nommés. Les autres, et on parle de 9 ou 10 personnages, je crois, enfin 8 ou 9 personnages à peu près, on s'en fout. Le tueur, il va les tuer, on s'en fout. En fait, on s'en fout de tout, tout le temps. On n'a aucune peur pour les personnages. Vraiment, c'est... Voilà. Ça se veut gore à un moment, tu sais pas pourquoi. Enfin, ça se veut ultra gore, pardon, parce qu'il est un peu gore le film. Ça se veut ultra gore, dégueulasse. Mais c'est gratuit à un moment donné. T'es en mode, mais... Allez vous faire foutre, quoi. Ça se veut être un hommage au slasher, aux films d'horreur des années 70, aux films d'horreur des années 80, aux giallo italiens. Les giallo, je vous conseille ceux du papa Dario Argento, hein, Suspiria, Phenomena, Le frisson de l'angoisse. C'est très bon tout ça. Tu veux tellement en faire film que du coup tu deviens nul. Tu deviens nul, voilà. Et vraiment tout se passe dans le ciné, c'est débile à souhait. Le tueur, il est nul, il est claqué du cul. Ils ont 10 000 occasions de le tuer, ils le font pas. T'as aucune compassion pour les personnages parce qu'en fait, ils sont tous irritants, horribles. Et du coup, bah, quand ils crèvent, t'es en mode merci. Voilà, c'est tout. T'as un personnage qui est là au début, qui n'est plus là à la fin, qui sert à rien. Enfin, qui est là à la fin, mais il sert à rien entre les deux parce qu'il est pas dans le cinéma. Waouh, c'était mauvais. Waouh, c'était mauvais. J'en reviens pas de la merde que c'était, quoi. C'est nul à chier. Nul à chier. Voilà, je ne vous le recommande clairement pas. Et dernier film, et là voilà, hein, je l'ai regardé, ça fait plaisir à des gens. Je l'avais pas vu, j'avoue, et j'ai plutôt très bien apprécié le film. Ça a été Rango de Gore Verbinski. Voilà. Cool, très cool. L'animation est très propre, les personnages qui entourent Rango sont super cool. Jack la morsure, les mariachis et le corbeau indien dont j'ai perdu le nom, je suis désolé, sont très très cool. Mais en fait, Rango, le fait qu'il soit insupportable les 3 quarts du film et qu'il devienne cool à la fin, je suis en mode... il est pas attachant pour un sou et le début il est un peu forcé. Voilà. Mais il y a des moments qui sont tellement drôles dans le film, enfin, des répliques incroyables. Clint Eastwood en animation, habillé comme dans Impitoyable, j'ai trouvé ça génial. L'histoire, le fait que tout tourne autour de l'eau, voilà. Rango est un personnage un peu cliché, le méchant est un personnage un peu cliché, mais tous les autres personnages sont géniaux, ils ont tous un peu des ambivalences. Soit ils s'en foutent, soit ils exagèrent tout, soit ils sont seuls et veulent qu'on leur raconte leur truc, soit c'est une petite fille pipou. Enfin voilà. Vraiment, il est très cool ce film. Les mariachis me font mourir de rire parce qu'à chaque fois qu'ils parlent de Rango, ils sont en mode bon, il va crever là, il va mourir là. Non mais là, il va mourir. Non mais il meurt quand? Bientôt, t'inquiète pas, il va mourir. Enfin, voilà, le film, si vous l'avez pas découvert, regardez-le. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu. Moi, je l'avais pas vu parce que j'avais un peu d'a priori dessus. Et au final, très bon conseil de la part d'Enzo. Je te remercie Enzo, je te le dis. Voilà. Mais voilà, c'est un film que j'ai apprécié. Il a bien fini mon mois de février à la maison, en tout cas. Donc voilà, le cinéma, ça s'est bien terminé. La maison, ça s'est bien terminé. Voilà, c'est fini du coup pour cette review du mois de février. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Perso, c'est toujours un kiff, j'adore faire ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu d'autres films que moi je n'aurais pas vu et si vous avez vu des films qu'on aurait pu voir en commun. N'hésitez pas à me donner votre avis, surtout à me conseiller éventuellement des films que je pourrais regarder en séance maison. Sur ce, bah, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, voilà, sur la vidéo, sur la chaîne Junkie Matouné. On a toujours notre page Twitch, on vous a prévu tout un mois de mars là, bien blindé. Abonnez-vous, chaîne Twitch, YouTube, on a aussi notre page Facebook qui marche bien pour ceux qui n'ont pas Instagram par exemple. TikTok aussi, on va recommencer un petit peu plus dessus, plutôt Flo qui va recommencer dessus. Mais voilà. C'est tout pour moi. Passez une bonne journée, une bonne soirée, toujours en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt.